Elle a été abandonnée enceinte par le millionnaire, mais 4 ans plus tard, elle le retrouve à un mariage. Le réveil sonna à 6h30 comme tous les matins. Emma Lefebvre ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre, le regard immédiatement attiré par le ray de lumière grise qui filtrait entre les volets mal fermés. Novembre à Paris avait cette texture particulière, cette humidité froide qui s'insinuait dans les eaux et transformait chaque matin en petite victoire contre l'envie de rester sous la couette. Elle se leva sans bruit, pieds nus sur le parquet qui craquait, et traversa le couloir étroit de son appartement du boulevard de Belleville. 2 pièces au 5e étage sans ascenseur, vue sur les toits d'ardoise et les antennes paraboliques du quartier. Pas le Paris des cartes postales, mais son Paris. Celui des boulangeries où M. Rachid vous gardait un pain aux céréales, même après 19h. Celui des marchés du mardi matin où les maraîchers vous glissaient une pomme supplémentaire pour le petit. Celui des voisins qui se saluaient dans les escaliers en 7 langues différentes. Emma poussa doucement la porte de la chambre de Lucas. Son fils dormait encore, recroquevillé sous sa couette car, un bras passé autour de Pompon, le lapin en peluche râpée qui l'accompagnait depuis la maternité des Bluès. 4 ans. 4 années intenses, épuisantes, magnifiques. 4 années où elle avait appris à être à la fois mère et père, câlin et discipline, douceur et armure. Les cheveux châtains de Lucas formaient des épis rebelles sur l'oreiller. Il avait le nez légèrement retroussé d'Emma, mais ses yeux verts perçants qui la troublaient chaque matin, venaient indubitablement d'ailleurs, de lui, Gabriel. Le nom traversait parfois son esprit comme une lame froide, surtout les matins où Lucas la regardait d'une certaine manière, avec cette intensité curieuse qui n'appartenait qu'au Beaumont. Elle écarta cette pensée et se dirigea vers la cuisine. L'appartement sentait le café avant même qu'elle n'allume la cafetière italienne, comme si les murs avaient absorbé des années d'arômes matinaux. Elle sortit le beurre échiré du réfrigérateur, trancha du pain de la veille, du bon poil âne, un luxe qu'elle s'autorisait, et prépara le bol de chocolat chaud de Lucas. Poulain 2 cuillères, exactement comme il l'aimait. À 7h15, elle retourna réveiller son fils. « Mon cœur, il est l'heure. » Lucas grogna enfouit son visage dans Pompon. « Encore dodo, maman. »« Allez, bonhomme, maîtresse Laurence t'attend. Et tu te souviens? Aujourd'hui, c'est mercredi. Tu as piscine avec papy Roger. » Les yeux de Lucas s'ouvrirent d'un coup. Roger Lemoine, le père d'Emma, était son héros absolu. Ancien ouvrier à la RATP, retraité depuis 3 ans, il passait chercher Lucas tous les mercredis pour l'emmener à la piscine Georges Valeret. Ces après-midi étaient sacrés. Bonnets de bain, frites à la cantine du centre aquatique, récits d'aventures imaginaires dans le métro. Papy va m'apprendre le crawl. Lucas bondit hors du lit, Pompon abandonné sans cérémonie. Emma sourit. Cette énergie pure, cette joie immédiate, c'était ce qui la maintenait debout les jours difficiles. Elle l'habilla rapidement. Jean Petit Bateau, pull rayé, baskets Décathlon. Rien de luxueux, mais propre, confortable, aimé. Le petit déjeuner fut un tourbillon de questions. « Maman, pourquoi les nuages sont gris? Maman, est-ce que les poissons dorment? Maman, tu crois que papy était fort quand il était jeune ?» Emma répondait patiemment, tout en avalant son café trop vite, en vérifiant son téléphone pour les messages de l'agence. Un texto de Nathalie Perrin, sa patronne et directrice de Élégance et événements, l'agence haut de gamme qui organisait mariages, galas et soirées corporate pour la haute bourgeoisie parisienne. Emma, confirme-moi présence 16h pour briefing Le Doyen. Mariage Dubois-Fontaine. 180 invités. Pas de droit à l'erreur. Bise. N. Emma soupira. Le mariage Dubois-Fontaine. L'événement de la saison. Famille de magistrats côté Dubois. Industriel textile côté Fontaine. Budget illimité. Exigences démentielles. Guest list comprenant 2 ministres et un producteur de cinéma. Elle était responsable de la coordination sur place. Timing, prestataire, gestion de crise. Un poste qu'elle avait arraché à force de travail, de nuits blanches, de preuves répétées de son professionnalisme irréprochable. 4 ans plus tôt, elle travaillait comme assistante événementielle pour une petite boîte du Marais. Salaire correct, ambiance sympa, perspective limitée. Puis Lucas était né, et tout avait basculé. Les congés maternité trop courts, la crèche horriblement chère, les nuits hachées, l'impossibilité de dire oui au déplacement. Elle avait failli démissionner,
accepter un poste administratif sans saveur. Mais Roger l'avait soutenue financièrement et moralement. « Tu es brillante, ma fille. Ne te contente pas de moins. » Alors elle avait postulé chez Élégance d'événements, accepté un CDD d'essai sous-payé, prouvé sa valeur en gérant un gala de charité cauchemardesque où le traiteur était tombé malade 2 heures avant l'ouverture. Nathalie l'avait titularisée, augmentée, responsabilisée. Aujourd'hui, Emma gagnait 3 000 € net, un salaire décent pour Paris, suffisant pour payer le loyer, la crèche, les courses chez Franprix et même, parfois, une place de ciné au MK2. À 8 heures, elle déposa Lucas à l'école maternelle Tourtille, à 10 minutes à pied. L'institutrice, une femme douce d'une 50aine d'années originaire de Guadeloupe, salua Emma chaleureusement. « Bonjour, Madame Lefebvre. Lucas, tu viens me montrer ton dessin d'hier ?» Lucas courut vers la classe. Emma le regarda s'éloigner, cette petite tornade d'énergie qui portait en lui la moitié de ses gènes et rien de son abandon. Elle serra les poings dans les poches de son manteau Zara. Il ne saura jamais. Il n'a pas besoin de savoir. Emma remonta vers République par le métro ligne 11 bondée aux heures de pointe. Corps serré, odeur mélangée de parfum et de sueur, annonce automatique scandant les stations comme une litanie parisienne. Belleville, Pyrénées, Jourdain, Place des Fêtes, Télégraphe, Porte des Lilas, Mairie des Lilas, Châtelet. Elle descendit à Hôtel de Ville, changea pour la ligne 1, direction La Défense. Les bureaux d'Élégance d'événements occupaient un étage d'un immeuble haussmannien de la rue du Louvre près des Halles. Moulures dorées, parquet vitrifié, bureau design blanc et chrome. Un choc esthétique quotidien pour Emma, qui venait de Belleville et ses façades lépreuses. Nathalie l'attendait dans la salle de réunion, impeccable dans son tailleur Sandro anthracite, MacBook Air ouvert devant elle. 48 ans, divorcée 2 fois, aucun enfant, mariée à son travail. Elle incarnait la Parisienne efficace. Coupe au carré platine, lunettes Lafon rouge, collection de foulards, Hermès vintage. « Emma, parfait. Asseyez-vous, on a 20 minutes. » Emma sortit son iPad, consulta ses notes. Nathalie enchaîna sans respirer. Donc récap. Mariage du Bois-Fontaine ce soir, pavillon Le Doyen. 18 h. Accueil des invités avec champagne Ruinart et canapé Pierre Hermé. 19h30. Cérémonie laïque dans le salon Napoléon. 20h15. Passage au dîner. Menu gastronomique signé Yannick Aleno. 6 services, accord mets vin. Orchestre de jazz pour l'apéritif. DJ pour la soirée dansante à partir de 23 h. Floraliste Vertumne a livré ce matin. Photographe Philippe Swiggers arrive à 17 h pour repérage. Des questions? Emma leva les yeux. Le plan de table définitif? Envoyé ce matin. Attention, changement de dernière minute. La grand-mère Fontaine, Marguerite, ne peut plus être à côté de l'oncle Dubois. Vieilles histoires de famille. Je l'ai mise table 7 entre le cousin notaire et la marraine de la mariée. Emma nota. Marguerite. Un prénom qui résonnait étrangement. Elle ne savait pas pourquoi. Nathalie continua. Vous serez sur place à 16 h pour superviser l'installation. Clotilde et Mehdi vous assistent. Tout problème, vous m'appelez. Même pour un détail qui vous semble mineur. Ces gens-là paient 30 000 € pour que tout soit parfait. Pas bien, pas très bien, parfait. Compris? Emma hocha la tête. Elle avait l'habitude. Ce monde de luxe où un chandelier mal placé pouvait déclencher un scandale, où les roses devaient être du même rose exact que l'échantillon validé 3 mois plus tôt. Elle passa la matinée à confirmer les derniers détails. Appel aux prestataires, vérification des contrats, coordination des horaires. À 13 h, elle s'offrit une pause déjeuner au café du coin. Salade César à 12 €, trop cher, mais nécessaire. Elle mangea rapidement, consulta son téléphone. Un message de Roger. Piscine nickel, Lucas a nagé comme un dauphin. On mange des nuggets, rentre pas trop tard, ma chérie. Bisous. Papa. Elle sourit, rassurée. Roger était sa bouée de sauvetage. Sans lui, elle n'aurait jamais pu accepter les soirées événementielles, les horaires impossibles. Il gardait Lucas 2 à 3 fois par semaine, refusait qu'elle le paie, disait que c'était son rôle de grand-père. Emma répondit « Merci, papa. Je t'aime, rentrerai vers minuit. Bisous à mon loup. » Elle termina son café, observa la rue par la fenêtre. Des Parisiens pressés, téléphones à la main, écharpes Burberry et sacs Longchamp.
Un univers auquel elle appartenait désormais professionnellement, mais dont elle se sentait toujours étrangère intimement. À 15h30, elle prit un Uber jusqu'au pavillon Ledoyen, avenue Dutuit, en bordure des Champs-Élysées. Le trajet traversa Paris, Châtelet, les quais de Seine, le pont Alexandre III avec ses sculptures dorées, l'esplanade des Invalides. Le ciel était d'un gris laiteux typique de novembre, la Seine coulait haute et brune. Le pavillon Ledoyen apparut, majestueux. Bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle, colonne blanche, jardin à la française, 3 étoiles Michelin, institution gastronomique parisienne, écrin de marbre et de dorure pour les mariages les plus prestigieux. Emma descendit de voiture, inspira profondément. Concentration, professionnalisme, perfection. L'intérieur du pavillon ressemblait à un décor de film. Lustres en cristal baccarat, parquet versaillais ciré, miroirs vénitiens reflétant les compositions florales monumentales de Vertumne. Des branches de cerisier en fleurs entrelacées de pivoine blanche, de renoncules ivoires, de lisianthus crème. Le parfum était capiteux, presque étourdissant. Clotilde, 26 ans, assistante énergique aux cheveux violets, accourut vers Emma. Tout roule. Les tables sont dressées, la vaisselle Bernardo est impeccable. Les verres Riedel également. Les musiciens arrivent dans 30 minutes. Par contre, petit problème avec le wedding cake, la pâtissière dit que le transport a légèrement endommagé une des fleurs en sucre du 3e étage. Elle répare. Emma hocha la tête, passa en revue chaque détail. Les tables rondes de 10 personnes, nappes en lin damassé couleur champagne, couverts en argent massif, centre de table aérien avec bougies dans des photophores dorés. Les noms calligraphiés sur les menus individuels, l'initiale des mariés gravée sur les porte-noms en plexiglas transparent. Elle vérifia le salon Napoléon, où se déroulerait la cérémonie laïque. Chaise Napoléon III dorée disposée en demi-cercle, allée centrale recouverte d'un tapis de pétales de rose blanche, estrade fleurie devant une toile de fond drapée de soie grège. C'était d'une élégance irréprochable. Mehdi, régisseur technique d'origine marocaine, testa les lumières, le micro pour le célébrant, la sonorisation pour la marche nuptiale. C'est bon Emma, tout fonctionne. Emma cochait mentalement sa liste. Fleuriste, check. Vaisselle, check. Cérémonie, check. Musique, check. À 17h45, les premiers prestataires arrivèrent. L'équipe de Yannick Aleno investit les cuisines, balais de commis en veste blanche, caisse de langoustine bretonne, cajot de légumes primeurs, glacière de foie gras. Le photographe Philip Swiggers, quinquagénaire barbu à l'énergie juvénile, multiplia les prises de vue des décors vides. C'est magnifique. Les mariés vont adorer. Emma sentit son téléphone vibrer. Nathalie. Famille Fontaine arrive dans 20 mines pour vestiaire marié. Tout ok? Emma répondit, impeccable, sous contrôle. À 18h, les invités commencèrent à arriver. Voituriers en livrée garèrent des berlines allemandes et des SUV de luxe. Les femmes portèrent des robes de cocktail Chanel, Dior, des escarpins Louboutin, des pochettes Hermès. Les hommes arborèrent des costumes 3 pièces, montres Rolex scintillant au poignet. Emma, en tailleur pantalon noir Hugo Boss et escarpins sobres, se fondait dans le décor, invisible et indispensable. Elle supervisait l'accueil, s'assurait que chaque invité recevait sa coupe de ruinard, guidait discrètement les retardataires. Les conversations fusaient, mélange d'accents parisiens cultivés, de rires perlés, de commentaires sur la décoration. Divine cette ambiance. Les Fontaines ont vraiment bien fait les choses. Tu as vu le cake? Une merveille. Emma se déplaçait comme une ombre efficace, réglait un problème de vestiaire, indiquait les toilettes à une grand-mère, rassurait une demoiselle d'honneur stressée. Son oreillette Bluetooth grésillait de messages. Clotilde signalant un retard du DJ, Mehdi confirmant que les bougies étaient allumées dans le salon de cérémonie. À 18h45, les mariés firent leur apparition. Camille Dubois, 28 ans, magnifique dans sa robe Elie Saab ivoire, bustier brodé de cristaux Swarovski, traîne de 4 mètres. Thomas Fontaine, 32 ans, costume sur mesure, siphonelli gris perle, allure de jeune premier. Ils rayonnaient, entourés de leurs témoins, photographiés sous tous les angles. Emma observa la scène avec un mélange de professionnalisme et de mélancolie. Ces mariages de contes de fées la touchaient toujours étrangement. Elle qui avait connu l'amour passionné, la promesse d'un avenir, puis l'effondrement brutal,
Gabriel lui avait offert des dîners au Jules Verne, des week-ends à Deauville, des mots d'amour murmurés dans des draps de soie. Mais il n'avait pas tenu. Elle chassa ses pensées. Pas le moment. La cérémonie débuta à 19h30. Emma resta en retrait, observant depuis l'entrée du salon. Le célébrant, un ami des mariés, évoqua leur rencontre à Sciences Po, leur voyage en Asie, leur complicité. Des lectures furent partagées, des larmes coulèrent. Camille et Thomas échangèrent leurs vœux, voix tremblantes d'émotion. « Je promets de t'aimer dans la joie et dans la peine. » Emma sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les promesses. Les applaudissements éclatèrent. Les mariés s'embrassèrent, les invités se levèrent. La musique jazz reprit. Emma vérifia sa montre. 20h10. Le dîner allait bientôt commencer. Elle envoya un message à Clotilde. Ouverture des portes de la salle à manger dans 5 minutes. Go! Les invités affluèrent vers la salle à manger, éblouis par la féerie des tables illuminées. Emma se posta près du plan de table, prête à guider ceux qui chercheraient leur place. Les conversations s'animaient, ponctes de rires et de tintements de verre. C'est alors qu'elle le vit. Gabriel Beaumont. Il se tenait à l'entrée de la salle, encadré de 4 enfants identiques. 4 petits visages aux traits similaires, cheveux châtains bouclés, yeux noisettes curieux, des quadruplés manifestement. Ils portaient des tenues assorties, les 2 garçons en costume gris anthracite, les 2 filles en robe de velours bordeaux. Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Gabriel, l'homme qu'elle avait aimé, haï, pleuré, effacé. Là, à 3 mètres, il avait changé. Les tempes grisonnantes, le visage légèrement creusé, quelques rides autour des yeux, mais le même regard intense, la même prestance naturelle. Costume 3 pièces, lanvin bleu nuit, montre sobre au poignet, posture d'homme habitué au pouvoir. Leurs yeux se croisèrent. Le choc fut immédiat, électrique. Gabriel se figea, le visage traversé d'une succession d'émotions, surprise, incrédulité, peut-être même terreur. Emma ne pouvait plus bouger, les jambes soudainement lourdes, le cœur battant à tout rompre. Non, pas ici, pas maintenant. Un des garçons tira sur la manche de Gabriel. « Papa, on va où ?» La voix de l'enfant brisa la paralysie d'Emma. « Papa. » Gabriel avait des enfants. 4 enfants. Du même âge que Lucas, approximativement. Les calculs fusèrent dans son esprit, douloureux et précis. 4 ans et demi. Lucas avait 4 ans. Ses quadruplés semblaient avoir le même âge, ce qui signifiait. Il m'a quitté pour elle. Pour eux. La nausée monta. Emma recula d'un pas, cherchant une issue, une porte, n'importe quoi pour fuir. Mais Gabriel avançait déjà vers elle, les enfants dans son sillage, le visage décomposé. Emma. Sa voix était rauque, comme s'il prononçait un nom interdit depuis des années. « Emma, c'est vraiment toi ?» Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. Elle les cacha dans son dos, serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Gabriel s'arrêta à 1 mètre, conscient qu'il ne pouvait pas s'approcher davantage. Les quadruplés le regardaient avec curiosité, puis observaient Emma avec cette franchise déconcertante des enfants. « Tu travailles ici ?» demanda Gabriel, maladroit. Emma retrouva sa voix, glaciale. « Je coordonne l'événement. Vous êtes invité des Fontaines, je présume ?» Le vouvoiement était une barrière, une armure. Gabriel hocha la tête lentement. « Marguerite Fontaine est... C'est ma mère. Je suis Gabriel Beaumont. Sa mère, bien sûr. Les Beaumont. Famille prestigieuse, empire pharmaceutique, relations dans tous les cercles du pouvoir. Emma aurait dû faire le lien. Je vois. » Elle consulta le plan de table, les mains encore tremblantes, cherchant désespérément une contenance professionnelle. Table 7, près de la baie vitrée. Un des garçons, le plus grand avec une fossette au menton, la regarda intensément. « Tu es jolie, madame. » Emma sentit quelque chose se briser en elle. Ce sourire, ces fossettes, exactement comme Lucas. Gabriel posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Maxime, on ne dit pas ça. » Puis à Emma, voix basse, « Je peux. Est-ce qu'on peut parler? Quelques minutes, je t'en prie? » « Non. » Le mot claqua, sec. « Je travaille. Excusez-moi. » Elle tourna les talons, s'éloigna rapidement vers les cuisines, le cœur explosant dans sa poitrine. Derrière elle, elle entendit une des petites filles demander « Papa, pourquoi elle est partie ?»
Emma poussa les portes battantes des cuisines, traversa le chaos organisé des commis et des casseroles, sortit dans la cour de service. L'air froid de novembre la gifla. Elle inspira profondément, une fois, deux fois, tentant de reprendre le contrôle. Son téléphone vibra. « Clotilde !»« Emma, on a un souci avec le vin du service 2. Mauvaise cuvée livrée. » Emma ferma les yeux une seconde. Professionnalisme. Concentration. Elle répondit « J'arrive ». Et elle retourna dans l'arène, armure professionnelle remise en place, sourire de façade vissé, mais avec une fissure immense au centre d'elle-même. Gabriel était là, avec ses 4 enfants, et Lucas n'existait pas pour lui. La soirée ne faisait que commencer. Emma passa les 2 heures suivantes dans un état de dissociation professionnelle. Son corps fonctionnait en pilote automatique, elle coordonnait les services, résolvait les crises, souriait aux invités. Mais son esprit était ailleurs, fracturé, hanté par la présence de Gabriel dans la salle adjacente. Elle avait géré le problème du vin, une erreur du sommelier, rapidement corrigée. Elle avait calmé une demoiselle d'honneur qui avait renversé du champagne sur sa robe. Elle avait synchronisé l'arrivée du homard bleu avec les musiciens. Mais chaque fois qu'elle traversait la salle à manger, son regard était inexorablement attiré vers la table 7. Gabriel était assis entre ses 4 enfants et une femme élégante d'une 60aine d'années, Marguerite Beaumont visiblement, tailleur Chanel ivoire, collier de perles à 3 rangs, chignon impeccable. Elle parlait avec autorité, gesticulait avec des mains manucurées, dominait la conversation. Les quadruplés mangeaient sagement. Gabriel acquiesçait aux propos de sa mère, mais son regard dérivait constamment vers les portes, cherchant Emma. À 22h15, alors qu'Emma supervisait le découpage du wedding cake, pièce montée à 6 étages recouverte de fleurs en sucre et de feuilles d'or comestibles, Clotilde l'interpella via l'oreillette. « Emma, un des invités demande à te parler. Monsieur Beaumont, il est près du vestiaire. » Emma sentit son estomac se nouer. « Dis-lui que je suis occupée. » Il insiste. Il dit que c'est important. Emma serra les dents. Elle ne pouvait pas fuir éternellement, pas dans un espace fermé, pas quand son métier exigeait qu'elle soit disponible, polie, professionnelle. « J'arrive dans 5 minutes. » Elle termina la supervision du découpage. Camille et Thomas posant devant les flashs, mains entrelacées sur le couteau, puis se dirigea vers le vestiaire, cœur battant, mâchoire crispée. Gabriel l'attendait dans l'antichambre, adossé contre le mur lambrissé, les mains dans les poches de son pantalon. Il avait retiré sa veste, desserré sa cravate. Il semblait épuisé, les traits tirés, les yeux cernés. Lorsqu'il la vit, il se redressa immédiatement. « Emma, merci d'être venue. Je sais que tu ne me dois rien, mais... » « 2 minutes, le coupa Emma, voix tranchante. « J'ai du travail. » Gabriel hocha la tête, sembla chercher ses mots. « Je ne savais pas que tu travaillais ici. Je ne savais même pas que tu vivais encore à Paris. » Emma croisa les bras. « Pourquoi tu saurais quoi que ce soit sur ma vie? Tu es partie il y a 4 ans et demi, sans explication, sans un regard en arrière. Je sais. » Gabriel ferma les yeux, visage contracté de douleur. « Je sais, et je ne peux pas. Il n'y a pas d'excuse. » En effet, Emma tourna les talons. J'avais peur. La voix de Gabriel claqua dans le couloir, désespérée. Emma s'arrêta net, dos tourné. Gabriel continua à précipiter. « Céline, la mère de mes enfants, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de quadruplé le jour même où tu m'as appelé pour me dire que tu voulais me voir. J'ai paniqué. J'étais déjà avec elle avant toi. C'était compliqué. Et quand elle m'a dit qu'elle attendait 4 bébés, j'ai tout quitté. Toi, nous, tout. Je me suis dit que je devais assumer mes responsabilités envers elle. » Emma se retourna lentement. « Tes responsabilités envers elle ?» Sa voix tremblait de rage contenue. « Et moi, tu as cru que j'appelais pour te dire quoi? Que j'aimais la couleur de tes yeux ?» Gabriel la fixa et soudain son visage changea. La compréhension, lente et horrifiée, se peignit sur ses traits. « Non, non, Emma, tu ne veux pas dire que... Je t'appelais pour te dire que j'étais enceinte. » Les mots sortirent comme des lames. « De 2 mois. De toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel vacilla, s'appuya contre le mur, le visage vidé de toute couleur. « Mon Dieu, Emma, tu as... J'ai eu mon fils. Seul, sans toi, sans personne. » Emma sentit les larmes monter mais refusa de les laisser couler. Pas devant lui. Jamais devant lui.
Il a 4 ans, il s'appelle Lucas, et il n'a jamais eu de père. Gabriel porta une main à sa bouche comme s'il allait vomir. Lucas, j'ai un fils, et je ne savais pas. Emma, si j'avais su, jamais je n'aurais. Mais tu ne savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de répondre à mes appels, parce que tu as fait bloquer mon numéro, parce que tu as envoyé ton avocat me dire de ne plus jamais te contacter. Emma avança d'un pas, voix coupante comme du verre. Alors ne viens pas me dire que tu aurais fait différemment. Tu as fait exactement ce que tu voulais faire. Gabriel secoua la tête violemment. Non, non, c'était. Emma Céline était en détresse psychologique. La grossesse multiple était à risque. Les médecins m'ont dit qu'elle avait besoin de stabilité absolue. Mon avocat m'a conseillé de couper tout lien avec toi pour me concentrer sur elle. Je ne savais pas que tu étais enceinte, je le jure. Et après, Emma sentit sa voix monter. Après la naissance de tes quadruplés, pendant 4 ans, tu n'as jamais pensé à moi, jamais eu un doute, jamais voulu savoir si j'allais bien. Gabriel baissa les yeux. Céline est morte il y a 18 mois. Embolie pulmonaire, foudroyante. Les enfants avaient 2 ans et demi. Depuis, j'élève seul mes 4 enfants. Je n'ai pas eu le temps de respirer, encore moins de... Arrête. Emma leva une main écœurée. Ne me fais pas le coup du père dépassé. Tu as de l'argent, des nounous, des ressources infinies. Moi, j'ai élevé Lucas avec 2500 € par mois et l'aide de mon père. Alors épargne-moi tes excuses. Un long silence les enveloppa. Gabriel la regardait avec une expression de désespoir pur. Je peux. Est-ce que je peux le rencontrer? Lucas? Emma éclata d'un rire amer. Pourquoi faire? Pour le perturber? Pour lui dire que son père existe et qu'il s'en foutait? Je ne m'en foutais pas. Je ne savais pas. Gabriel fit un pas vers elle. Emma, je t'en supplie, laisse-moi au moins le connaître. Laisse-moi réparer. Ça ne peut pas réparer 4 ans d'absence. Emma recula. Et maintenant, excuse-moi, j'ai un mariage à gérer. Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Gabriel seul dans le couloir, effondré contre le mur. Emma regagna la salle de réception, tremblante, les nerfs à vif. Elle se réfugia un instant dans les toilettes VIP, s'aspergea le visage d'eau froide, observa son reflet dans le miroir doré. Ses yeux étaient rouges, son mascara légèrement coulé. Elle se recomposa rapidement, retoucha son maquillage, inspira profondément. Tiens le coup. Encore 2 heures. Lorsqu'elle ressortit, la soirée battait son plein. Le DJ avait pris le relais de l'orchestre, les invités dansaient sur du Daft Punk et du Stromae, les lumières étaient tamisées, l'ambiance euphorique. Emma croisa Merdi qui lui fit un signe. « Tout roule, chef !» Elle sourit faiblement, acquiesça. Puis, elle sentit une présence derrière elle. « Mademoiselle ?» Emma se retourna. Marguerite Beaumont se tenait là, impériale dans son tailleur Chanel, regard acéré de femme habituée à être obéie. Elle devait mesurer 1,65 m, mais sa prestance la faisait paraître bien plus grande. « Madame Beaumont !» Emma adopta instinctivement son ton le plus professionnel. « Puis-je vous aider ? Suivez-moi, je vous prie. » Ce n'était pas une demande. Marguerite se dirigea vers un petit salon attenant, une pièce privée utilisée pour les cocktails pré-événement. Emma hésita une seconde, puis la suivit, estomac noué. Marguerite ferma la porte derrière elle, se tourna vers Emma avec un regard clinique. « Vous êtes Emma Lefebvre ?» Ce n'était pas une question. Emma hocha la tête lentement. « Mon fils vient de me raconter une histoire très troublante. » Marguerite croisa les mains devant elle, posture de juge. « Il m'a dit que vous prétendiez avoir eu un enfant de lui, un fils de 4 ans. » Le sang d'Emma se glaça. « Je ne prétends rien. C'est la vérité. » « Vraiment ?» Le ton de Marguerite était glacé, condescendant. « Étrange que vous n'ayez jamais cherché à le contacter officiellement, jamais demandé de pension alimentaire, jamais entamé de démarche judiciaire. C'est le comportement habituel des femmes qui ont réellement un enfant d'un homme fortuné, n'est-ce pas ?» Emma sentit la colère monter, brûlante. « Je n'ai pas cherché à le contacter parce qu'il avait fait bloquer mon numéro et envoyé son avocat me menacer. Et je n'ai pas demandé d'argent parce que je ne veux rien de vous, ni de lui, ni de votre famille. » Marguerite haussa un sourcil. « Comme c'est noble. Et pourtant vous êtes ici, ce soir, à ce mariage où mon fils est invité. Quelle coïncidence remarquable. Je travaille ici. » Emma articula chaque mot avec force. « Je suis responsable événementiel. Je ne savais pas que Gabriel serait présent. » « Bien sûr. » Marguerite fit quelques pas
examinant Emma de la tête aux pieds avec un mépris à peine voilé. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, mademoiselle Lefebvre. La famille Beaumont a une réputation à préserver. Nous sommes des gens respectables, avec des responsabilités sociales et économiques importantes. Mon fils vient de perdre la mère de ses 4 enfants. Il est vulnérable, émotionnellement fragile. Où voulez-vous en venir ?» demanda Emma, mâchoire crispée. Marguerite sortit un chéquier de son sac Hermès Kelly. « Je veux vous proposer un arrangement, disons 50 000 €. En échange, vous signez un document renonçant à toute revendication de paternité concernant mon fils. Vous disparaissez de sa vie. » Discrètement. Emma la fixa incrédule. « Vous êtes en train de m'offrir de l'argent pour que je nie l'existence de mon fils ? Je vous offre une solution pragmatique à une situation délicate. » Marguerite commença à remplir un chèque. 50 000 €, ce n'est pas négligeable pour une femme seule avec un enfant. Vous pourriez déménager, offrir une meilleure vie à votre fils, sans complications. Quelque chose explosa dans la poitrine d'Emma. Elle s'avança, arracha le chéquier des mains de Marguerite avec une violence qui la surprit elle-même. « Vous croyez que je suis à vendre ? Que mon fils est à vendre ?» Sa voix tremblait de fureur. « Lucas n'est pas une complication, c'est un enfant, votre petit-fils. Et je préfère vivre avec 2 000 € par mois dans un appartement de Belleville plutôt que de toucher un centime de votre argent pourri. » Elle lança le chéquier sur une table basse où il atterrit avec un claquement sec. Marguerite ne s'y a pas, mais son regard se durcit. « Vous faites une erreur, mademoiselle. Si vous poursuivez cette voie, si vous tentez d'impliquer mon fils dans vos affaires, je ferai appel aux meilleurs avocats de Paris. Nous contesterons cette paternité. Nous exigerons des tests ADN. Nous enquêterons sur votre vie, vos fréquentations, vos finances. Nous vous traînerons dans une bataille juridique qui vous détruira. Faites ce que vous voulez. » Emma tourna les talons vers la porte. « Mais sachez une chose, Lucas est le fils de Gabriel. Et aucun avocat, aucun chèque, aucune menace ne changera cette réalité. » Elle sortit en claquant la porte, le corps entier tremblant d'adrénaline et de rage. Emma traversa la réception comme un automate, évitant les regards, cherchant un espace pour respirer. Elle sortit dans les jardins du pavillon, où quelques fumeurs s'étaient réfugiés malgré le froid. Elle s'éloigna d'eux, marcha jusqu'à un bosquet d'arbres, s'adossa contre un tronc. Les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée jaillirent enfin, silencieuses et brûlantes. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Son téléphone vibra. Un message de Roger. « Lucas dort comme un ange. Ne t'inquiète pas. Rentre quand tu peux. » Emma sourit à travers ses larmes. Lucas, son ancre, sa raison de tenir. « Maman ?» Emma sursauta violemment, se retourna. Mais ce n'était pas Lucas. C'était un des quadruplés de Gabriel, Maxime, celui avec la faussette, qui la regardait avec de grands yeux inquiets. « Tu pleures ?» demanda l'enfant, troublé. Emma s'essuya rapidement les yeux. « Non, non, j'ai juste quelque chose dans l'œil. Papa aussi, il pleure parfois. » Maxime s'approcha, main dans les poches de son petit costume. Surtout la nuit, quand il croit qu'on dort. Emma sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Ton papa, il pleure ?» Maxime hocha la tête gravement. « Depuis que maman est partie au ciel. Il dit qu'elle nous regarde de là-haut, mais moi je crois qu'il est triste quand même. » Emma s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Je suis sûr que ta maman était quelqu'un de très bien. Elle était docteur pour les cœurs. » Maxime sourit timidement. « Elle nous faisait des crêpes le dimanche, et elle sentait bon, comme les fleurs. C'est un beau souvenir. » Emma sentit les larmes revenir. Ce petit garçon avait perdu sa mère à 2 ans et demi. Gabriel élevait seul 4 enfants depuis 18 mois. « Tu es l'ami de papa ?» demanda Maxime avec cette franchise désarmante des enfants. Emma ne sut quoi répondre. « On se connaissait. Il y a longtemps. Papa dit que tu es très jolie. » Maxime rougit légèrement. « Il l'a dit à mamie tout à l'heure. » Emma rougit à son tour, troublée. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Gabriel retentit depuis l'entrée des jardins. « Maxime! Maxime! Où es-tu » Le petit garçon se retourna. « Je suis là, papa !» Gabriel apparut, essoufflé, visiblement paniqué. Lorsqu'il vit Maxime près d'Emma, son visage se décomposa de soulagement. « Mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu ne dois pas partir comme ça. » Il s'approcha, prit Maxime par la main, puis regarda Emma. « Je suis désolé. » Il a filé pendant que je parlais avec. Il ne termina pas sa phrase, mais Emma comprit, avec ma mère. « Ce n'est rien. » Emma se releva, chercha à s'éloigner. « Emma, attends.
Gabrielle retint Maxime d'une main, tendit l'autre vers elle sans la toucher. « Ma mère, ce qu'elle t'a dit, je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser pour elle. » Emma évita son regard. « C'est une grande fille. Elle me l'a raconté. L'argent, les menaces. » Gabrielle secoua la tête, visage tordu de honte. « C'est indigne. Je lui ai dit que c'était inacceptable, que si tu disais que Lucas était mon fils, alors il l'était, et que je voulais. Tu veux quoi, Gabrielle ?» Emma le coupa, épuisée. « Qu'est-ce que tu veux de moi, de nous ?» Gabrielle regarda Maxime, qui observait la scène avec curiosité. « Maxime, va retrouver tes sœurs et ton frère. Ils sont avec tata Sophie près du buffet. Mais papa, s'il te plaît, bonhomme, j'ai besoin de parler avec Emma. » Maxime hésita, puis hocha la tête et s'éloigna à petits pas vers le pavillon. Gabrielle attendit qu'il soit hors de portée de voix, puis se tourna vers Emma, les yeux brillants d'émotion contenue. « Ce que je veux connaître mon fils. Je veux réparer mes erreurs. Je veux. » Il s'interrompit, passa une main dans ses cheveux. « Je veux être dans sa vie, dans vos vies, si tu m'en donnes la chance. » Emma secoua la tête, incrédule. « Tu te rends compte de ce que tu demandes? Tu débarques après 4 ans et demi d'absence et tu veux jouer au papa? Je ne veux pas jouer. » Gabrielle fit un pas vers elle, voix basse et intense. « Je veux être son père. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite rien. Mais Emma, cet enfant est mien. C'est mon sang. Et il a le droit de me connaître, même si je suis un imbécile qui a tout fait de travers. Et tes 4 autres enfants ?» Emma désigna le pavillon. « Tu vas leur dire quoi? Surprise, vous avez un grand frère que papa a abandonné. » Gabrielle tressaillit au mot « abandonné ». « Je vais leur dire la vérité. Que j'ai fait une erreur terrible, que leur frère existe et que je vais tout faire pour le rencontrer. » Il hésita. « Maxime, Théo, Léa et Chloé, ils me demandent constamment pourquoi ils n'ont plus de maman. Ils se sentent différents, incomplets. Peut-être qu'avoir Lucas dans leur vie pourrait les aider. Et l'aider lui aussi. » Emma sentit quelque chose vaciller en elle. L'image de Lucas, fils unique, qui demandait parfois pourquoi il n'avait ni frère ni sœur. « Lucas ne sait rien de toi. Je lui ai dit que son père était parti avant sa naissance. Point. Alors dis-lui la vérité maintenant. » Gabrielle la supplia du regard. « Ou laisse-moi la lui dire. Laisse-nous au moins nous rencontrer. Un café, un parc, n'importe où. » Emma ferma les yeux. Tout allait trop vite. « Je ne peux pas décider ça ce soir. J'ai besoin de temps. » « Combien de temps ?» Gabrielle sortit une carte de visite de sa poche, la tendit. « Voici mon numéro, mon adresse. Appelle-moi, quand tu voudras. Je t'attendrai. » Emma prit la carte sans la regarder, la glissa dans sa poche. « Je ne promets rien. Je ne demande rien d'autre qu'une chance. » Gabrielle la regarda intensément. « Emma, j'ai tout perdu il y a 18 mois quand Céline est morte. J'ai appris ce que c'était de tenir 4 petits êtres dans mes bras en leur expliquant que leur mère ne reviendrait jamais. J'ai appris ce que c'était d'être seule, de ne pas pouvoir compter sur personne. Et ce soir, je découvre que j'ai un fils que je n'ai jamais connu, que j'ai raté 4 années de sa vie. Je ne peux pas laisser passer une seconde de plus. » Emma sentit les larmes lui piquer les yeux à nouveau. « Tu me demandes de te faire confiance alors que tu m'as brisé. Je te demande de me laisser essayer de mériter cette confiance. » Gabrielle recula d'un pas, respectant son espace. « Je ne disparaîtrai plus, plus jamais. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de 4 ans de douleur, de malentendus, de vies parallèles qui se heurtèrent soudain. Emma finit par hocher la tête faiblement. « Je vais réfléchir. Merci. » Gabrielle sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais se retint. Il tourna les talons et regagna le pavillon, laissant Emma seule dans le froid de novembre. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une migraine terrible et une sensation d'irréalité totale. Elle avait dormi 3 heures, hantée par des rêves fragmentés, où Gabrielle, Lucas et les quadruplés se mélangeaient dans un kaléidoscope d'émotions contradictoires. Lucas bondissait déjà sur son lit à 8 heures, plein d'énergie. « Maman, papy m'a appris à faire la planche, je flotte tout seul. » Emma le serra contre elle, respira son odeur de shampoing à la fraise et de peau d'enfant. « Mon bébé, mon trésor. » La journée se déroula normalement en apparence. Petit déjeuner, école, courses au Franprix, vaisselle, lessive. Mais l'esprit d'Emma était ailleurs, tourmenté par la décision qu'elle devait prendre.
Le soir, après avoir couché Lucas, elle sortit la carte de visite de Gabriel. Papier épais, gaufré, élégant. Gabriel Beaumont. PDG Laboratoire Beaumont Pharma, avenue Foch, 705-116. Paris. Elle fixa le numéro de téléphone pendant 20 minutes avant de se décider à l'appeler. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne décroche. « Allô ?» La voix de Gabriel était prudente, anxieuse. « C'est Emma. » Un silence. Puis, dans un souffle, « Emma, tu as appelé ?»« Oui. » Emma inspira. « Voilà les conditions. On se rencontre. Toi, moi et Lucas. Dans un lieu neutre. Un parc. Tu lui parles, tu lui expliques qui tu es. Ensuite, on verra. Pas de promesses, pas d'engagement, pas de grands discours sur l'avenir. Juste une rencontre. Oui, oui, bien sûr. Quand? Où? Gabriel parlait vite, excité, nerveux. Dimanche après-midi, parc des Buttes-Chaumont, 15 heures. Emma marqua une pause. Et Gabriel? Viens seul. Pas tes enfants, pas ta mère, pas d'avocat. Juste toi. D'accord, je serai là. Emma. Merci. Elle raccrocha sans répondre, le cœur battant. Le dimanche arriva avec un ciel gris perle et un froid sec. Emma avait préparé Lucas sans lui dire grand-chose. On va au parc. Quelqu'un veut te rencontrer. Lucas avait haussé les épaules, habitué aux surprises de sa mère. Ils prirent le métro jusqu'à Buttes-Chaumont, ligne 7 bis. Le parc était magnifique même en novembre. Lac artificiel d'un bleu sombre, pont suspendu enjambant les gorges, temple de la Sibylle perché sur son promontoire rocheux. Les arbres étaient presque nus, leurs branches squelettiques se découpant contre le ciel. Emma repéra Gabriel près du kiosque à musique, assis sur un banc, vêtu d'un jean et d'un pull en cachemire sous un manteau de laine anthracite. Il se leva dès qu'il les vit, le visage pâle, les mains tremblantes. Ses yeux se posèrent sur Lucas. Petit garçon en doudoune bleue, bonnet à pompons, Pompon le lapin serré contre lui. Et Emma vit Gabriel vaciller physiquement, comme frappé par une vague invisible. « Bonjour » dit Gabriel d'une voix étranglée. Lucas se cacha derrière les jambes d'Emma, timide. « Bonjour, monsieur. » Emma posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Lucas, je te présente. Gabriel. Il. » Elle chercha ses mots, regarda Gabriel, puis reprit « Il est ton papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas leva les yeux vers sa mère, puis vers Gabriel, puis à nouveau vers sa mère, perplexe. « Mon papa ? Oui, mon cœur. » Emma s'accroupit à sa hauteur. « Tu te souviens ? Je t'ai dit que ton papa était parti avant ta naissance ? Eh bien, il est revenu, il veut te connaître. » Lucas observa Gabriel avec cette franchise déconcertante des enfants. « Tu es parti pourquoi ?» Gabriel s'accroupit également, se mettant à la hauteur de Lucas, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai fait une grosse erreur, bonhomme. Je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant je sais, et je voudrais. J'aimerais être ton ami, si tu veux bien. » Lucas fronça les sourcils. « T'as une voiture de course ?» La question surprit Gabriel, qui éclata d'un rire nerveux. « Non, désolé. Mais j'ai une grande maison avec un jardin. Et 4 enfants qui aimeraient peut-être te rencontrer. » 4 enfants. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Des frères et sœurs. 2 frères et 2 sœurs. Gabriel sourit, hésitant. Ils ont presque le même âge que toi. Lucas se tourna vers Emma, excité. « Maman, j'ai des frères et sœurs. » Emma sourit doucement, le cœur serré. « Oui, mon ange. » Gabriel tendit une main prudente vers Lucas. « Tu veux qu'on marche un peu ? Tu peux me montrer ton endroit préféré dans le parc ?» Lucas hésita, regarda Emma pour approbation. Elle hocha la tête. « Vas-y, mon cœur. Je vous suis. » Lucas glissa sa petite main dans celle de Gabriel, main immense qui enveloppa les doigts minuscules, et se mit à marcher en babillant. « Moi, j'aime bien le pont suspendu parce qu'il bouge, et papy, il dit que c'est comme dans Indiana Jones, et j'ai aussi vu des canards, et... » Emma les suivit à quelques mètres, observant la scène avec un mélange de soulagement et de terreur. Gabriel écoutait Lucas avec une attention totale, hochant la tête, posant des questions, riant aux anecdotes enfantines. Ils passèrent l'après-midi dans le parc. Gabriel acheta des crêpes à un stand, Nutella pour Lucas, sucre et citron pour Emma. Ils s'assirent sur un banc face au lac, Lucas entre eux deux, racontant sans filtre sa vie. L'école, Papy Roger, son lapin Pompon, ses dessins animés préférés. Gabriel l'écoutait comme on écoute un récit sacré,
buvant chaque mot, chaque rire, chaque mimique. À un moment, il croisa le regard d'Emma par-dessus la tête de Lucas, et elle vit dans ses yeux une reconnaissance infinie, un remerciement silencieux. Vers 17 heures, Lucas commença à montrer des signes de fatigue. Il bâilla, se blottit contre Emma. « Je suis fatigué, maman. » Gabrielle se leva. « Je pense qu'il est temps que je vous laisse. » Il s'accroupit une dernière fois devant Lucas. « Merci de m'avoir montré le parc, bonhomme. Tu es un super guide. »« Tu reviens quand ?» demanda Lucas spontanément. Gabrielle regarda Emma qui hocha la tête imperceptiblement. « Bientôt, si ta maman est d'accord. Et je peux rencontrer mes frères et sœurs ?»« Oui, promis. » Gabrielle ébouriffa doucement les cheveux de Lucas, geste paternel spontané, puis se redressa. Emma porta Lucas dans ses bras. Il était encore assez léger à 4 ans et commença à s'éloigner. Gabrielle les regarda partir, immobile, les mains dans les poches, le visage illuminé d'une émotion pure. Avant de sortir du parc, Emma se retourna une dernière fois. Gabrielle était toujours là, silhouette solitaire dans la lumière déclinante de novembre. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être une trêve, une possibilité. Les 3 semaines qui suivirent furent un tourbillon. Gabrielle rencontra Lucas 2 autres fois, toujours en présence d'Emma. Puis vint le moment de la rencontre avec les quadruplés, dans un McDo de Châtelet, terrain neutre et bruyant, où les enfants firent connaissance autour de Happy Meals et de jouets en plastique. Maxime, Théo, Léa et Chloé accueillirent Lucas avec curiosité puis enthousiasme. « T'es vraiment notre frère? Tu viens à la maison? Tu veux jouer au Lego avec nous ?» Lucas, d'abord timide, s'ouvrit rapidement. Voir 5 enfants rire ensemble, se chamailler pour un jouet, partager des frites, brisa quelque chose dans la poitrine d'Emma. C'est sa famille. Il a une famille. Mais la paix fut de courte durée. Une semaine avant Noël, Emma reçut une lettre recommandée du cabinet Mercier & Associés, l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats parisiens. Le contenu la glaça. « Madame Lefebvre, nous représentons Madame Marguerite Beaumont dans le cadre d'une demande de garde partagée concernant le mineur Lucas Lefebvre, fils présumé de Monsieur Gabriel Beaumont. Un test de paternité sera exigé pour confirmer la filiation. Nous vous invitons à... » Emma téléphona immédiatement à Gabrielle, furieuse. « Ta mère attaque en justice? Elle veut un test ADN, c'est quoi ce délire ?» Gabrielle sembla paniquer. « Emma, je te jure que je n'étais pas au courant. Elle a fait ça dans mon dos. Je vais l'appeler tout de suite. Tu ferais mieux, parce que si elle croit qu'elle va me prendre Lucas, elle se trompe lourdement. » La confrontation avec Marguerite eut lieu 2 jours plus tard, dans le salon haussmannien de Gabrielle, avenue Foch. Emma s'y rendit avec son père Roger, qui avait insisté pour l'accompagner. Et Gabrielle était là, accompagnée d'un avocat indépendant qu'il avait engagé spécifiquement pour défendre les intérêts d'Emma et Lucas. Marguerite les accueillit avec un sourire glacial. « Mademoiselle Lefebvre, Monsieur le moine, asseyez-vous. » Emma resta debout. « Je ne resterai pas longtemps. Retirez votre demande. »« Je ne peux pas faire ça. » Marguerite croisa les mains. « Vous comprenez, nous avons besoin de certitude. Un test ADN est la procédure standard. Votre fils sait que Lucas est son fils. Il l'a reconnu. » Emma tremblait de rage. Gabrielle intervint, voix ferme. « Mère, je t'ai déjà dit que je n'avais aucun doute. Lucas est mon fils. Je le vois dans ses yeux, dans son sourire, dans chaque geste. Les ressemblances ne suffisent pas juridiquement, Gabrielle. » Marguerite se tourna vers son propre avocat, Maître Mercier, homme de 60 ans en costume 3 pièces. « N'est-ce pas, maître ?» Mercier hocha la tête. « Tout à fait. Pour établir officiellement la paternité, un test ADN est nécessaire. » L'avocat de Gabrielle, Maître Dufresne, jeune femme aux cheveux courts et au regard acéré, rétorqua. « Sauf que M. Beaumont est prêt à reconnaître Lucas volontairement. Aucun test n'est nécessaire dans ce cas. Sauf que moi, en tant que grand-mère et tutrice légale potentielle en cas d'incapacité de mon fils, j'exige ce test. » Marguerite durcit le ton. « Et si mademoiselle Lefebvre refuse, nous irons au tribunal. » Emma sentit Roger poser une main apaisante sur son épaule. Il prit la parole, voix grave et posée. « Madame Beaumont, je suis le grand-père de Lucas. J'ai élevé ma fille seule après la mort de sa mère. Je l'ai soutenue quand elle était enceinte et que votre fils l'avait abandonnée. J'ai vu ma petite fille travailler 60 heures par semaine pour offrir une vie décente à son enfant. Et maintenant vous débarquez avec vos avocats et votre argent pour lui dicter ce qu'elle doit faire.
Marguerite le toisa. « Monsieur le moine, je comprends votre attachement. Mais nous parlons ici d'héritage, de filiation légale, de responsabilité. »« On parle d'un enfant !» explosa Emma. « D'un petit garçon qui vient à peine de rencontrer son père et qui ne comprend rien à vos histoires d'avocat. » Gabriel se leva brusquement. « Ça suffit. Mère, tu retires cette demande. Maintenant. » Marguerite se tourna vers lui, sourcils levés. « Gabriel, je t'ai dit de retirer cette demande. » Gabriel s'avança vers elle, voix tremblante de colère contenue. « Je reconnais Lucas comme mon fils. Point. Si tu continues sur cette voie, Tu quoi ?» Marguerite se leva également, lui faisant face. « Tu vas me désavouer, te couper de ta famille. Si nécessaire, oui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite fixa son fils, incrédule. « Tu es prêt à sacrifier tout ce que nous avons construit pour cette femme que tu connais à peine ?»« Je la connais. » Gabriel regarda Emma. « Je l'ai aimée, je l'ai perdue, et je ne la perdrai plus. Et je ne perdrai pas mon fils. » Marguerite comprit que quelque chose avait changé. Elle se rassit lentement, visage fermé. « Très bien, mais si tu fais ça, tu assumeras les conséquences. » « Quelles conséquences ?» Gabriel fronça les sourcils. « Je demanderai ta démission de la présidence des laboratoires Beaumont. L'entreprise familiale ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui fait passer ses impulsions personnelles avant les intérêts de la famille. » Gabriel vacilla. Les laboratoires Beaumont, c'était sa vie. Son héritage, 300 employés, des décennies de recherche, son identité professionnelle. Mais il regarda Emma, puis pensa à Lucas, au quadruplé, à la famille qu'il était en train de reconstruire. Et il dit simplement « D'accord ». Les jours qui suivirent la confrontation avec Marguerite furent parmi les plus difficiles de la vie de Gabriel. Il démissionna officiellement de la présidence des laboratoires Beaumont le 22 décembre, 3 jours avant Noël. La nouvelle fit les gros titres du Figaro Économie et des Échos. Gabriel Beaumont renonce à l'empire familial. Emma apprit la nouvelle en feuilletant Le Parisien dans le métro. Elle fixa la photo de Gabriel en première page, costume sombre, visage grave devant le siège social des laboratoires, boulevard Haussmann, et sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il a vraiment fait ça. Pour nous. Elle l'appela immédiatement. Gabriel décrocha à la 3e sonnerie, voix épuisée. « Emma, j'ai vu les journaux. Gabriel, tu n'étais pas obligé de... » « Si. » Il l'interrompit doucement. « J'étais obligé. Ma mère ne m'a laissé aucun choix. C'était l'entreprise ou ma famille. J'ai choisi ma famille. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore. » Gabriel laissa échapper un rire amer. « Pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun plan. Mais je sais une chose. Je veux être présent. Pour Lucas. Pour Maxime, Théo, Léa et Chloé. Et pour toi, si tu veux bien de moi. » Emma resta silencieuse un long moment. Puis, dans un murmure, « Viens dîner demain soir. Chez moi, à Belleville, avec les quadruplés. On fêtera Noël ensemble. Tous les 7. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. « Tu es sûr ?»« Non. » Emma sourit à travers ses larmes. « Mais je veux essayer. » Le 23 décembre, au soir, Gabriel arriva au 127 boulevard de Belleville, avec ses 4 enfants, les bras chargés de sacs Monoprix remplis de provisions. Emma ouvrit la porte de son 2 pièces au 5e étage, consciente de l'étroitesse des lieux, du parquet qui grinçait, du papier peint défraîchi. Gabriel entra, observa l'appartement, l'évier de la cuisine visible depuis l'entrée, le canapé Ikea élimé, les jouets de Lucas éparpillés, les dessins d'enfants scotchés au mur, et dit simplement « C'est chaleureux. Ça ressemble à un vrai foyer. » Emma le regarda, surprise. Gabriel déposa les courses sur le comptoir minuscule. « J'ai pris du saumon fumé, des huîtres, du foie gras, du champagne pour nous, du jus de pomme pétillant pour les enfants. Et une bûche de chez le nôtre. »« Gabriel, c'était pas nécessaire, » commença Emma. « Si. » Il sourit, fatigué mais sincère. « Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Les enfants, pendant ce temps, avaient déjà investi le salon. Lucas montrait fièrement sa collection de petites voitures à Maxime et Théo. Léa et Chloé examinaient les livres de la bibliothèque basse, s'extasiant devant les albums du Petit Prince et des histoires de Babar. Roger arriva une demi-heure plus tard, bouteille de Côte-du-Rhône sous le bras. Il serra la main de Gabriel avec une poigne ferme.
le jaugeant du regard. « Monsieur Beaumont, Monsieur le moine. » Gabriel soutint son regard. « Merci de m'accueillir. » Roger hocha la tête lentement. « C'est pas moi que vous devez remercier, c'est ma fille. Elle a le cœur plus grand que sa raison parfois. »« Papa. » Emma rougit. « Non, il a raison. » Gabriel se tourna vers Emma. « Tu me donnes une chance que je ne mérite pas, je le sais. » Le dîner se déroula autour de la petite table ronde du salon, rallongée au maximum avec une planche trouvée au sous-sol. Les adultes serrés sur des chaises dépareillées, les enfants assis par terre sur des coussins, plateau repas devant eux. C'était chaotique, bruyant, désordonné, et pourtant quelque chose de magique se produisit. Lucas raconta comment Papy Roger lui avait appris à nager, gesticulant avec enthousiasme. Maxime expliqua que son école organisait un spectacle de Noël où il jouerait un berger. Léa et Chloé se chamaillèrent pour savoir qui aurait le dernier blini au saumon, puis éclatèrent de rire quand Roger trancha la chose en coupant le blini en deux. Gabriel servait le champagne, Emma disposait les huîtres, Roger coupait le pain poilâne. Les conversations se superposaient, ponctuées de rires et de tintements de verre. À un moment, Emma croisa le regard de Gabriel par-dessus la table. Il la regardait avec une intensité douce, reconnaissante. Elle détourna les yeux, troublée, mais ne put s'empêcher de sourire. Après le dîner, les enfants insistèrent pour décorer le sapin de Noël, un petit épicéa de supermarché installé dans un coin du salon. Gabriel aida Lucas à accrocher les boules en plastique doré, tandis que les quadruplés disposèrent les guirlandes avec plus d'enthousiasme que de méthode. « Papa, on met l'étoile !» cria Théo, brandissant une étoile argentée fatiguée. Gabriel prit l'étoile, puis se tourna vers Lucas. « Tu veux la mettre ?» Lucas hésita, regarda Emma pour approbation. Elle hocha la tête. Gabriel souleva Lucas sur ses épaules, geste spontané, naturel, et Lucas plaça l'étoile au sommet du sapin, avec un cri de triomphe. Tous applaudirent. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux et se détourna pour cacher son émotion. Mais Roger posa une main sur son épaule, murmura « C'est bien, ma fille, tu fais ce qu'il faut. » Vers 22 heures, les enfants tombèrent de sommeil. Gabriel décida de les ramener avenue Foch. Emma l'accompagna jusqu'au palier. Lucas endormit dans ses bras. Gabriel se tenait là, Chloé dans les bras. Maxime, Théo et Léa, agrippés à ses jambes. « Merci pour cette soirée, Emma. » C'était... Il chercha ses mots. « C'était le plus beau Noël que j'ai passé depuis longtemps. » Emma sourit faiblement. Les enfants étaient heureux. « Et toi ?» Gabriel la regarda intensément. « Tu étais heureuse ?» Emma hésita, puis admit « Oui, je crois. » Gabriel hocha la tête, sembla vouloir dire quelque chose d'autre, puis se retint. « Bonne nuit, Emma. »« Bonne nuit, Gabriel. » Elle le regarda descendre les escaliers avec ses 4 enfants, silhouettes chargées d'amour et de responsabilité. Puis elle rentra, coucha Lucas et s'assit sur son canapé dans le salon, encore jonché de miettes et de jouets. Roger la rejoignit, 2 verres de cognac à la main. « Tu l'aimes encore, hein ?» Emma prit le verre, but une gorgée. « Je ne sais pas, papa. J'ai tellement de colère encore, tellement de peur. » L'amour et la colère peuvent coexister. Roger s'assit à côté d'elle. « Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de nourrir. » Les semaines suivantes furent une période d'ajustement difficile. Gabriel cherchait un nouvel emploi, ou plutôt, essayait de redéfinir son identité professionnelle. Il avait été PDG d'un empire pharmaceutique depuis ses 30 ans. Maintenant, à 47 ans, il devait recommencer. Il contacta d'anciennes relations, passa des entretiens dans des laboratoires concurrents, mais partout la même question revenait. Pourquoi avoir quitté l'entreprise familiale? La vérité, ni pour être père à temps plein, sonnait comme un aveu de faiblesse dans le monde impitoyable du CAC 40. Emma le voyait lutter. Il venait chercher Lucas pour des après-midi au parc Monceau, arrivait avec les quadruplés en remorque, les traits tirés, l'épuisement visible. Un mercredi pluvieux de janvier, elle le trouva assis sur un banc du square Tourtille, tête dans les mains, pendant que les 5 enfants jouaient au toboggan. Elle s'assit à côté de lui. « Ça va ?» Gabriel leva la tête, tenta un sourire qui ne passa pas. « Oui, juste. Fatigué. Tu dors ?» 3-4 heures par nuit. Il passa une main dans ses cheveux grisonnants. Léa fait des cauchemars depuis la mort de Céline. Elle se réveille en hurlant. Chloé mouille son lit. Théo refuse de manger autre chose que des pâtes. Maxime pose des questions sur toi, et Lucas sans arrêt. Et moi,
Il s'interrompit, voix brisée. Je ne sais pas si je fais bien les choses. Emma sentit quelque chose fondre en elle. Tu fais de ton mieux. C'est déjà énorme. Mon mieux ne suffit pas. Gabriel la regarda, yeux rougis. Je les ai privés de leur mère. J'ai privé Lucas de son père pendant 4 ans. J'ai gâché tellement de vies. Tu ne les as pas privés de leur mère. Emma posa une main hésitante sur son bras. Céline est morte d'une embolie, ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû être plus présent, moins obsédé par l'entreprise. Elle me suppliait de ralentir, de passer plus de temps avec les enfants. Et je disais toujours après cette fusion, après ce lancement de produits. Maintenant elle est partie, et il ravala un sanglot. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire combien elle comptait. Emma ne savait pas quoi dire. Elle serra simplement son bras, présence silencieuse. Gabriel inspira profondément, se ressaisit. « Excuse-moi, tu n'as pas apporté mes problèmes. Si tu veux qu'on essaye de construire quelque chose ensemble, alors tes problèmes deviennent un peu les miens aussi. » Emma surprit elle-même avec ces mots. Gabriel la regarda, espoir fragile dans les yeux. « Tu veux vraiment essayer ?» Emma hésita, puis hocha la tête lentement. « Oui, mais à notre rythme. Pas de précipitation. Juste, voir où ça nous mène. » « D'accord. » Gabriel sourit pour la première fois de la journée. « À notre rythme. » Sur le toboggan, Lucas et Maxime criaient en descendant côte à côte, bras levés au ciel. Leur rire résonnait dans le square gris de janvier, pure joie enfantine. En février, un événement testa leur fragile équilibre. Léa tomba gravement malade. Forte fièvre, vomissements, douleurs abdominales. Gabriel l'emmena aux urgences de l'hôpital Necker en pleine nuit. Les médecins diagnostiquèrent une appendicite aiguë nécessitant une opération immédiate. Gabriel appela Emma à 3 heures du matin, voix paniquée. « Emma, je suis désolé de te réveiller, mais Léa est au bloc, appendicite. Je suis seul avec les 3 autres à l'hôpital, ils dorment sur des chaises dans la salle d'attente et je ne sais pas quoi faire et... J'arrive. » Emma ne réfléchit pas. Elle réveilla Roger, lui confia Lucas et prit un Uber jusqu'à Necker. Elle trouva Gabriel dans la salle d'attente du service de chirurgie pédiatrique. Maxime endormi sur ses genoux, Théo et Chloé recroquevillés sur des chaises adjacentes sous des couvertures d'hôpital. Gabriel avait les yeux rouges, le visage défait. « Emma !» Sa voix se brisa. « Merci d'être venue. » Emma s'assit à côté de lui, posa une main sur la sienne. « Comment tu te sens ?» Terrifié. Gabriel regarda la porte du bloc opératoire. « C'est ma petite fille là-dedans. Elle a 4 ans. Elle devrait être chez elle, dans son lit, avec Pompon, son doudou, pas sur une table d'opération. Elle est entre de bonnes mains. Necker, c'est le meilleur hôpital pédiatrique de France. » Emma serra sa main. « Elle va s'en sortir. » Ils attendirent en silence pendant 2 heures. Emma alla chercher des cafés au distributeur, rapporta des croissants rassis de la cafétéria. Gabriel ne mangea rien, fixait la pendule murale avec une intensité hypnotique. À 5h30, une chirurgienne sortit du bloc, masque descendu autour du cou. « Monsieur Beaumont ?» Gabriel bondit. « Oui, l'opération s'est très bien passée. L'appendice était inflammé, mais non perforé. Léa est en salle de réveil. Elle sera transférée en chambre dans 1 heure. Vous pourrez la voir. » Gabriel vacilla de soulagement, porta ses mains à son visage. « Merci, mon Dieu, merci. » Emma le rattrapa par le bras alors qu'il chancelait. Il s'appuya contre elle, corps secoué de sanglots silencieux. « Elle va bien. Elle va bien. » Oui. Emma le serra contre elle, surprise par son propre geste. « Elle va bien. » Ils restèrent ainsi plusieurs secondes, emmêlés dans une étreinte qui n'avait rien de romantique mais tout d'humain. Quand Gabriel se redressa, ses yeux étaient rouges mais reconnaissants. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ce soir. Tu te serais débrouillé. » Emma sourit doucement. « Mais c'est bien de ne pas avoir à tout affronter seule. » Les jours suivants, Emma vint tous les après-midi à l'hôpital avec Lucas. Ils apportèrent des livres, des dessins, des petits cadeaux pour remonter le moral de Léa. Lucas et les quadruplés colorièrent des mandalas au pied du lit, racontèrent des histoires, firent des blagues douteuses qui arrachèrent des rires à Léa, malgré sa douleur post-opératoire. Gabriel observait la scène avec émerveillement. Cette femme qu'il avait abandonnée, cette femme qui aurait eu toutes les raisons de le haïr, était là jour après jour, prenant soin de sa fille. De notre fille, se corrigea-t-il mentalement, parce que c'était bien ça qui était en train de se passer. Une famille se construisait, maladroite et atypique, mais réelle. Un soir,
Alors qu'ils quittaient ensemble l'hôpital après la visite, les enfants marchant devant eux sur le trottoir du boulevard de Vaugirard, Gabriel prit la main d'Emma. Elle sursauta légèrement, mais ne retira pas sa main. Ils marchèrent ainsi en silence jusqu'à la station de métro Falguière, doigts entrelacés, 5 enfants babillant devant eux dans la lumière grise de février. En mars, Gabriel reçut une offre d'un petit laboratoire de recherche en oncologie à Villejuif. Biomed Recherche, structure indépendante dirigée par une ancienne collègue, Dr Sarah Chen. Le poste était modeste comparé à la présidence de l'Empire Beaumont. Directeur scientifique, salaire divisé par 3, bureau partagé. Mais c'était un nouveau départ, propre, honnête. Gabriel accepta. Emma l'accompagna le jour de sa signature de contrat, attendit dans le hall pendant qu'il rencontrait l'équipe. Quand il ressortit, il rayonnait. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. De la vraie recherche, pas de la politique d'entreprise. Emma sourit. Je suis fier de toi. Gabriel la regarda, surpris. Vraiment? Oui. Emma fut sincère. Tu as tout reconstruit. Ton identité professionnelle, ta relation avec tes enfants. C'est courageux. Gabriel prit ses mains dans les siennes. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il se tenait là, sur le parvis de Biomed Recherche, dans la banlieue industrielle de Villejuif, loin du luxe de l'avenue Foch et des soirées dorées du pavillon Ledoyen. Et pourtant, quelque chose de précieux se cristallisait entre eux. « Emma, Gabriel hésita. « Je ne veux pas te brusquer, mais je dois te dire quelque chose. » Emma sentit son cœur s'accélérer. « Quoi? Je t'aime. » Les mots sortirent simplement, sans artifice. « Je t'ai aimé il y a 5 ans. Je t'aime encore aujourd'hui. Et je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux construire une vie avec toi, avec nos enfants, tous les 6. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Gabriel. « Tu n'as pas à répondre maintenant. » Gabriel caressa doucement sa joue. « Prends le temps, j'attendrai. » Emma ferma les yeux, laissa couler les larmes. Puis elle ouvrit les yeux et dit « J'ai peur, je sais. J'ai peur que tu repartes, que tu changes d'avis, que tu réalises que c'est trop compliqué. Je ne repartirai pas. » Gabriel la regarda avec une intensité brûlante. Plus jamais. Emma inspira profondément. « Alors oui. » Gabriel fronça les sourcils, n'osant pas comprendre. « Oui quoi? »« Oui, je veux essayer de construire quelque chose avec toi. » Emma sourit à travers ses larmes. « Pas tout de suite, pas demain, mais progressivement, un jour à la fois. » Gabriel la serra dans ses bras, visage enfoui dans ses cheveux. « Merci, mon Dieu, merci. » Un an plus tard, un dimanche de janvier ensoleillé et glacé, la famille au complet se réunit dans un lieu symbolique, le parc des Buttes-Chaumont, là où tout avait commencé entre Gabriel et Lucas. Emma et Gabriel s'étaient installés ensemble en septembre dans un grand appartement à Belleville, 5 chambres, vue sur les toits de Paris, escaliers à grimper, mais assez d'espace pour accueillir 6 personnes. Roger habitait l'appartement du dessous, gardien bienveillant de cette tribu bruyante et aimante. Lucas avait 5 ans maintenant, scolarisé à la même école que les quadruplés. Il appelait Gabriel « papa » depuis 6 mois, geste spontané un matin au petit déjeuner qui avait fait pleurer Gabriel dans la salle de bain pendant 10 minutes. Maxime, Théo, Léa et Chloé avaient adopté Emma progressivement. Pas comme remplaçante de Céline. Personne ne remplaçait une mère disparue, mais comme nouvelle figure maternelle, douce et présente. Ils l'appelaient Emma, parfois Maman Emma, dans les moments de tendresse. Ce dimanche-là, ils avaient organisé un pique-nique de famille malgré le froid. Couvertures étendues sur l'herbe gelée, thermos de chocolat chaud, galettes des rois achetées chez le pâtissier du quartier. Gabriel coupa la galette solennellement. Lucas trouva la fève, un petit roi de porcelaine, et choisit Léa comme reine. Ils portèrent ensemble les couronnes en carton doré, provoquant rires et applaudissements. Emma observait la scène, assise entre Gabriel et Roger. Son père lui glissa. « Tu as fait le bon choix, ma fille. » Emma sourit, posa sa tête sur l'épaule de Gabriel. « Je sais. » Gabriel passa un bras autour d'elle, déposa un baiser sur son front. « Tu m'as sauvé. Vous m'avez tous sauvé. On s'est sauvés mutuellement. » Emma regarda les 5 enfants qui courèrent maintenant vers le lac, Lucas et Maxime en tête, les 3 autres sur leurs talons. « On est une famille. Une drôle de famille. » Gabriel rit doucement. « Mais la nôtre. »
Roger leva son gobelet de chocolat. À la famille. Celle qu'on choisit, celle qu'on répare, celle qu'on construit. Ils trinquèrent, plastique contre plastique, sous le ciel bleu glacé de janvier. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil déclinait et teintait Paris de rose et d'or, Gabriel prit Emma à part. Ils s'éloignèrent vers le temple de la Sibylle, perché sur son promontoire rocheux dominant la ville. Gabriel sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte de velours bleu nuit. Emma sentit son cœur s'arrêter. « Gabriel, attends. » Il leva une main. « Je ne vais pas te demander en mariage. Pas encore. On n'est pas prêt. Mais je veux te donner ça. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, anneau d'or blanc avec un petit diamant discret. C'était la bague de ma grand-mère, pas celle de la famille Beaumont. Ma grand-mère maternelle, couturière à Belleville. Elle l'a portée toute sa vie, et je veux que tu la portes, comme promesse. Emma prit la bague, les yeux embués. Promesse de quoi? Que je serai là. Que quoi qu'il arrive, je ne partirai plus. Que cette famille, notre famille, est la chose la plus importante de ma vie. Gabriel la regarda intensément. Et qu'un jour, quand tu seras prête, je te demanderai officiellement de m'épouser. Mais pour l'instant, je veux juste que tu saches que je t'aime et que je vous aime tous. Emma glissa la bague à son doigt. Elle était parfaite. Je t'aime aussi. Malgré tout, contre toute logique, je t'aime. Ils s'embrassèrent longuement, tandis que derrière eux, les cris joyeux de 5 enfants résonnaient dans le parc. Le temple de la Sibylle se découpait contre le ciel rougeoyant. Paris s'étendait à leurs pieds, vivante et éternelle. 3 mois plus tard, en avril, alors que les cerisiers fleurissaient dans le parc, Emma reçut une lettre manuscrite. L'écriture était élégante, ferme, aristocratique. « Mademoiselle Lefebvre, je ne m'attendais pas à écrire cette lettre. Je ne suis pas une femme qui reconnaît facilement ses erreurs. Mais mon fils m'a rendu visite la semaine dernière avec vos 6 enfants. Oui, je dis vos, parce qu'ils forment désormais une unité indissociable. Je les ai observés pendant 2 heures. J'ai vu Lucas raconter une histoire à ses frères et sœurs avec la même gestuelle que Gabriel enfant. J'ai vu Léa vous prendre la main spontanément quand elle avait peur d'un chien. J'ai vu mon fils heureux pour la première fois depuis des années. J'ai eu tort. J'ai cherché à protéger un empire, une réputation, alors que j'aurais dû protéger une famille. Gabriel a choisi l'amour plutôt que l'argent. C'est une leçon que je n'ai jamais su apprendre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je vous demande la permission de connaître mes petits-enfants, tous les 5. Si vous acceptez, je serai une grand-mère meilleure que je n'ai été mère. Cordialement, Marguerite Beaumont. Emma montra la lettre à Gabriel ce soir-là. Il la lut en silence, visage indéchiffrable. Puis il regarda Emma. « C'est à toi de décider. » Emma réfléchit longtemps. Puis elle dit « Les enfants ont besoin de leur grand-mère, même une grand-mère difficile. » Gabriel sourit tristement. « Tu es meilleur que moi. » « Non. » Emma prit sa main. « Je suis juste quelqu'un qui croit aux secondes chances. Tu me l'as appris. » Le mois suivant, Marguerite vint déjeuner dans l'appartement de Belleville. Elle apporta des macarons La Durée, des livres pour enfants et une humilité nouvelle. Elle s'assit par terre avec les enfants, écouta leurs histoires, admira leurs dessins. Ce ne fut pas parfait. Marguerite resta Marguerite, impérieuse, exigeante, parfois condescendante. Mais elle essayait. Et dans cet effort, dans cette volonté de changer, résidait quelque chose de précieux. 6 mois plus tard, par un dimanche ordinaire de novembre, jour anniversaire de leur rencontre au pavillon Ledoyen, Emma se réveilla dans leur grand lit à Belleville. Gabriel dormait encore, bras passés autour d'elle. Par la porte entr'ouverte de leur chambre, elle entendait déjà les enfants qui s'éveillaient. Maxime qui chantonnait, Théo qui négociait le partage d'un jouet avec Lucas, Léa et Chloé qui riaient dans leur chambre. Emma se leva doucement, enfila un pull, descendit à la cuisine. Elle prépara du café dans la vieille cafetière italienne, sortit le pain poilâne, beurra les tartines. Un par un, les enfants débarquèrent. Lucas en pyjama car, Maxime avec Pompon le lapin, Théo les cheveux en bataille, Léa et Chloé en chemise de nuit assorties. « Bonjour maman Emma », dit Léa en se blottissant contre elle. Emma sentit quelque chose se gonfler dans sa poitrine. « Bonjour mon cœur ». Gabriel apparut, échevelé, bâillant. Il embrassa Emma, ébouriffa les cheveux de Lucas, servit le chocolat chaud. La cuisine était trop petite, les enfants trop bruyants, le parquet grinçait sous leurs pieds. Mais c'était leur chaos, leur vie. Par la fenêtre,
Paris s'éveillait sous un ciel gris perle. Les toits d'ardoise brillaient de pluie, les cheminées fumaient, les cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste sonnaient 9 heures. « On fait quoi aujourd'hui » demanda Lucas, bouche pleine de pain. « J'en vas où vous voulez » répondit Gabriel. « But Chaumont » crièrent les 5 enfants en chœur. Emma et Gabriel échangèrent un regard, sourire complice. Le parc où tout avait commencé. Le parc de leur dimanche, de leur reconstruction, de leur famille improbable. « D'accord, dit Emma. But Chaumont. » Et tandis que les enfants se précipitaient pour s'habiller dans un tourbillon de rires et de chaussettes dépareillées, Emma resta un instant immobile dans la cuisine, tasse de café entre les mains, regardant Gabriel aider Lucas à lasser ses baskets. « On a survécu, pensa-t-elle. On s'est trouvé, perdu, retrouvé. On a construit quelque chose de beau sur les ruines de nos erreurs. » Gabriel leva les yeux, la surprit à l'observer. « À quoi tu penses ?» Emma sourit. « À nous, à tout ce chemin. » « Regrettes-tu quelque chose ?» Emma réfléchit honnêtement. « Non. Chaque douleur, chaque larme nous a menés ici. Et ici, c'est exactement là où je veux être. » Gabriel se leva, traversa la cuisine, la prit dans ses bras. « Je t'aime, Emma Lefebvre. Je t'aime, Gabriel Beaumont. » Autour d'eux, le chaos continuait. Lucas cherchait son manteau. Maxime ne trouvait plus sa chaussure gauche. Léa et Chloé se disputaient pour savoir qui porterait le sac à dos de pique-nique. C'était imparfait, désordonné, magnifiquement humain. C'était leur vie, leur amour, leur famille. Et quelque part dans le ciel gris de Paris, le soleil perçait enfin, jetant une lumière dorée sur les toits de Belleville, promesse silencieuse d'un avenir à construire ensemble, un jour à la fois.